Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque début de semaine pour un nouvel épisode de ce podcast Sauvons nos vies. Vous êtes chaque semaine toujours plus nombreux à nous écouter. Je tiens d'ailleurs à vous en remercier sincèrement. Je reste à votre écoute sur vos avis, vos remarques et si vous pensez que votre interview sur ce podcast pourrait intéresser d'autres personnes et enrichir notre réflexion, n'hésitez pas à le faire, toujours par le biais de notre page LinkedIn Sauvons nos vies. Comme vous le savez maintenant, j'aborde dans ce podcast la santé et la sécurité sous l'angle humain et non technique ou réglementaire. Alors, pourquoi aborder la sécurité sous cet angle ? Eh bien, c'est justement le sujet que je vais aborder avec vous aujourd'hui. On le nomme parfois le facteur humain. Qu'est-ce que c'est et pourquoi est-il si important ? Sauvons nos vies, le podcast santé-sécurité. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de Warren Hopkins. Et ce jour-là, Warren a 48 ans et il a décidé de passer avec sa femme quelques jours de vacances aux Canaries. Bref, une petite pause au soleil, avec la mer, la plage, les poissons grillés et de très bons moments en perspective. Le couple en rêve après un hiver plutôt rigoureux. C'était un 27 mars. Et le couple était donc à bord d'un Boeing 747 de la compagnie Pan Am en provenance des États-Unis et à destination de l'aéroport de Las Palmas aux îles Canaries. Le paradis n'était plus qu'à 45 minutes. À bord de son avion, il y a 380 passagers et 14 membres d'équipage. Au même moment, un autre avion, 747, hollandais, cette fois de la KLM, se dirige également vers cette même destination. À son bord, 234 passagers et 14 membres d'équipage. Le commandant de bord se nomme Jacob Van Zaten. Il a 50 ans. Et ce n'est pas n'importe qui. Il est chef instructeur. C'est lui-même qui a formé son copilote, Klaus Meurs, âgé lui de 42 ans. Jacob est quasiment une star de la KLM. Et on le retrouve fréquemment en photo sur les magazines de la compagnie. Ces passagers sont également tous des touristes hollandais qui partent aussi en vacances aux Canaries. Le vol arrive à son terme et les pilotes commencent à préparer leur atterrissage. Mais ce que ne savent pas ces deux avions, c'est qu'au même moment, une explosion vient de retentir dans l'aéroport et que celui-ci est en cours d'évacuation. De fortes tensions existent entre des indépendantistes de l'île et le gouvernement espagnol. La tour de contrôle prévient alors le 747 de la KLM de ne pas atterrir à l'aéroport de Gandos et de se dérouter vers l'aéroport de Los Rodeos à Tenerife. L'avion hollandais est donc le premier à être dérouté. Mais cet imprévu risque de tout remettre en question, car l'avion doit repartir un peu plus tard vers Amsterdam. Quelques minutes plus tard, le 747 de la Pan Am est également dérouté vers l'aéroport de Los Rodeos, sur l'île voisine de Tenerife qui n'est qu'à une dizaine de minutes de vol de l'aéroport de Las Palmas, où l'explosion vient de retentir. Mais il s'agit d'un aéroport habitué à recevoir de plus petits avions que ceux de la taille d'un Boeing 747. Les parkings ne sont pas très grands et l'aéroport ne possède qu'une seule piste d'atterrissage, mais c'est le seul terrain à proximité. Pas le choix, tous les avions en vol à ce moment-là doivent se poser sur Los Rodeos. Les deux commandants de bord préviennent sans attendre, bien sûr, les passagers qu'ils vont être déroutés vers une autre destination et qu'ils les informeront dès que possible sur leur retour à Las Palmas. Nous sommes dimanche et les effectifs sont réduits à Los Rodeos. Ils ne sont que 2 personnes à la tour de contrôle. Cet effectif est normalement suffisant pour des vols quotidiens, mais avec la fermeture de l'aéroport de Las Palmas, c'est une toute autre affaire. Les contrôleurs sont formés à ce type de situation, mais ils vont devoir gérer aujourd'hui un flux d'avions inhabituel, digne d'un grand départ en vacances. Ils n'ont jamais vu autant d'avions sur leur terrain.
L'avion de la compagnie KLM vient de se poser sur la piste de Los Rodeos. Comme les voies d'accès sont bloquées, il faut faire remonter les avions au pas jusqu'au bout de l'unique piste pour qu'ils puissent faire demi-tour afin de décoller face au vent. Les passagers hollandais sont transférés en bus vers l'aérogare qui est bondé. Et puis, c'est au tour maintenant de l'avion de la compagnie de la Paname d'atterrir. Une fois atterri, il se positionne en bout de piste derrière les 3 autres appareils plus petits. Cette fois, le commandant de bord ne peut pas faire sortir les passagers car l'aérogare est complet. Pas question de débarquer. Après 14 heures de vol, c'est dur. Mais il faut se tenir prêt à redécoller rapidement vers Las Palmas. Toutefois, le commandant de bord fait ouvrir une des portes pour permettre effectivement aux passagers de descendre, se dégourdir un peu les jambes sur le tarmac, pour ceux bien sûr qui le veulent. Au moment d'ouvrir les portes, les passagers remarquent que le ciel est couvert, brumeux, avec des nuages bas. Ce n'est pas vraiment le paysage auquel ils s'attendaient. Ils étaient loin du soleil des tropiques qu'ils pensaient découvrir en arrivant ici. Tous les avions sont maintenant posés au sol et le brouillard commence à tomber. À ce moment, la tour de contrôle de Gandos communique que la tour de contrôle vient de réouvrir et qu'ils peuvent maintenant faire redécoller les 2 Boeing 747. Et là-bas, la météo est beaucoup plus clémente. Pour éviter de faire le plein à l'aéroport de Gando, le commandant de bord du 747 KLM décide de faire le plein de carburant avant de repartir, craignant que tous les autres avions ne fassent de même une fois arrivés à Gando. Les 2 copilotes essaient de dissuader, mais le commandant de bord finit par faire parler son autorité en terminant par « Écoutez, ici, c'est moi le commandant de bord, donc c'est moi qui prends les décisions. » Plus personne ne bronche. Mais une décision lourde de conséquences. Les 2 copilotes n'insistent pas et ils mettent en œuvre l'opération. Pour limiter le poids au décollage, les avions de ligne embarquent généralement juste la quantité de kérosène nécessaire pour la distance à parcourir, plus une marge de sécurité. Le commandant hollandais fait remplir le quart du réservoir de son 747 et cela représente 55 tonnes de kérosène, soit une quantité largement suffisante pour rejoindre ensuite Amsterdam. Pendant ce temps, la température extérieure continue de baisser pour atteindre les 14 degrés et le brouillard se met à tomber, rendant la visibilité quasi nulle. Mais, malgré le brouillard, la tour de contrôle laisse les avions décoller. Et justement, au même moment, le 747 de la compagnie Paname demande à la tour de contrôle son autorisation de décollage. Ils sont informés qu'ils doivent attendre un peu car le 747 de la KLM, devant eux, fait le plein de carburant. À ce moment, le commandant de bord de la Paname demande à son copilote d'informer la tour qu'il va contourner le 747 de la KLM, sinon ses passagers vont s'énerver. Mais après quelques essais et compte tenu de la largeur d'un 747, il manque quelques mètres pour le contourner. Et oui, il manque 4 petits mètres pour passer juste devant le 747 de la KLM. D'autre part, il manque aussi 4 passagers de la KLM pour repartir et cela énerve fortement, une fois de plus, le commandant de bord qui demande aux hôtesses de faire ce qu'elles ont à faire et d'aller les chercher le plus rapidement possible à l'aérogare. La pression commence à monter fortement. Pendant ce temps, les autres avions plus petits redécollent, hormis nos 2 Boeing 747. Ce qui questionne d'ailleurs de nombreux passagers. Les hôtesses finissent par retrouver les derniers retardataires attendant dans l'aérogare et les ramènent rapidement à l'avion de la KLM. Le commandant de bord relance son appareil et commence une remontée de piste pour décoller. Pendant ce temps, la visibilité continue de baisser en passant de 10 à 3 km en 20 minutes et le brouillard continue de s'intensifier. Au même moment, le 747 de la Paname a l'autorisation de la tour de contrôle de redémarrer pour se préparer à décoller. Et le commandant de bord commence également à remonter la piste en roulant au pas derrière le 747 de la KLM. Le brouillard s'intensifie. L'avion de la KLM, juste devant celui de la Paname, n'est plus visible par celui-ci. Dans ces conditions,
le commandant de bord est obligé de rouler à 25 km/h. Et cela continue à l'énerver fortement car il n'a pas du tout envie de passer la nuit ici. Chaque avion vérifie ses checklists avant de décoller et tout est conforme. Le commandant de bord de la Paname continue de rouler sur la piste et il sait qu'il devra s'écarter pour laisser décoller le 747 de la KLM. Pour cela, la tour de contrôle lui demande de sortir de la piste lorsqu'il sera arrivé au niveau de la 3e sortie sur la gauche. Et oui, tout au long de la piste, il y a plusieurs sorties sur sa gauche. Mais il faudra prendre la 3e. Elle est plus facile à prendre car elle est à 45 degrés. Très bien. La cabine d'un 747 est à plus de 10 mètres du sol et les pilotes de la Paname ont des difficultés pour repérer la ligne médiane de la piste et recherchent désespérément la sortie numéro 3 sur la gauche. Il est 17h04 et 1 km plus loin, l'avion de la KLM, lui, arrive en bout de piste pour amorcer son demi-tour. Dans la tour de contrôle, le stress est bien présent car les contrôleurs ne voient plus les deux avions qui sont complètement noyés dans le brouillard et la visibilité n'est plus que de quelques dizaines de mètres. Le demi-tour de l'avion de la KLM est maintenant terminé et les deux avions se retrouvent face à face. L'avion de la KLM est à l'arrêt et celui de la Paname en approche tout doucement de la 3e sortie sur la gauche. Ils sont à 1 km de distance sans même se voir. À ce même moment, le commandant de bord de la KLM commence à mettre les gaz. Son copilote lui indique immédiatement qu'ils n'ont pas reçu l'autorisation de route. Toujours énervé, le commandant de bord lui ordonne de la demander à la tour de contrôle sans attendre. Et celui-ci s'exécute. Sauf qu'une autorisation de route n'est pas la même chose qu'une autorisation de décollage. Une autorisation de route, il s'agit d'instructions données au pilote pour lui indiquer comment se rendre à l'aéroport de destination. La tour de contrôle leur communique les instructions de route et une fois terminé, le commandant de bord de la KLM met les gaz immédiatement. La tour de contrôle lui informe immédiatement pourtant de ne pas décoller. Et le 747 de la Paname informe au même moment à la tour qu'ils sont toujours sur la piste en approche de la 3e sortie. Le 747 de la KLM est en accélération sur la piste pour décoller. Le 747 de la Paname est toujours sur la piste et les communications simultanées entre les avions et la tour génèrent des grésillements, car tout le monde parle en même temps. À chaque seconde, le 747 de la KLM prend un peu plus de vitesse. Au même moment où le 747 de la Paname arrive au niveau de la 3e sortie. Son commandant aperçoit le 747 de la KLM arriver à toute allure. Il accélère donc immédiatement pour sortir de la piste le plus rapidement possible. Le commandant de la KLM, lui, aperçoit le 747 de la Paname sur la piste. Il effectue immédiatement la manœuvre pour décoller en tirant sur le manche. Mais, compte tenu de son poids et de sa vitesse, pas encore assez élevée, la tête de l'avion se lève et l'arrière reste toujours cloué au sol. Le 747 de la KLM finit par quitter le sol, mais pas assez tôt, et arrache au passage, en décollant, toute la partie supérieure du 747 de la Paname. Le 747 de la Paname reste au sol, et le 747 de la KLM s'écrase 500 mètres plus loin sur la piste, un peu plus proche de la tour de contrôle. L'avion, quasiment rempli de kérosène, s'embrase immédiatement. Avec une visibilité toujours nulle, la tour de contrôle ne s'aperçoit toujours de rien. C'est un avion en approche qui remarque de la fumée et des débris sur la piste qui avertit la tour. Compte tenu de l'impact et des débris sur les deux Boeing, les communications sont complètement coupées. Les secours mettent plus de 10 minutes pour arriver sur place et plus de 20 minutes pour arriver au niveau du 747 de la Paname. Nous sommes le 27 mars 1977, le jour où la pire catastrophe accidentelle de l'histoire de l'aviation entraînera la mort de 583 personnes. Aucun des 248 passagers de la KLM n'ont survécu. Et seulement 62 personnes du 747 de la Paname s'en sortiront, dont Warren Hopkins
et sa femme. Comment deux avions aussi modernes ont-ils pu se percuter sur une même piste ? C'est là que la théorie de James Reason entre en jeu. C'est lui qui a imaginé un schéma type. Il démontre que les causes d'un accident sont toujours multiples. Les causes s'ajoutent les unes aux autres comme des strates, chacune comportant une défaillance. Un trou à travers lequel peut se glisser l'accident. Et lorsque les trous sont alignés, l'accident devient alors inéluctable. Lorsqu'on analyse les causes d'un accident, les causes humaines sont présentes en grande majorité. Comme ici, la fermeture de l'aéroport de Las Palmas après une explosion liée au conflit entre indépendantistes et le gouvernement espagnol. Le commandant qui a demandé de faire le plein de kérosène pour éviter de perdre du temps plus tard à l'aéroport de Gando, qui a donc retardé l'heure de décollage du KLM de 30 minutes, ce qui a alourdi l'avion pendant son décollage et aussi accentué le brouillard qui n'était pas si dense une demi-heure plus tôt et qui sans lui aurait permis à la tour de contrôle de voir que l'avion de la KLM décollait. Il y a aussi la hiérarchie rigide et directive envers son équipage, le stress de l'ensemble des personnes concernées, commandants, pilotes, hôtesses, clients, salariés de la tour de contrôle, la confusion face à cette situation initialement imprévue, les comportements cumulés, mais dans cette histoire, le maillon faible reste la communication radio entre la tour de contrôle et les deux avions. En effet, la consigne de la sortie à la 3e bretelle n'était pas bonne. Il aurait fallu que le 747 de la Paname sorte à la 4e bretelle, dont l'angle, lui, était beaucoup plus favorable et beaucoup plus pratique à emprunter pour un avion qui remonte une piste. La consigne de la tour n'était donc pas bonne. Et cela a retardé le moment où l'avion de la Paname devait sortir de la piste. Au moment de l'accident, tout le monde parlait à la radio et personne n'entendait les autres communications. Résultat, l'information capitale d'attendre avant de décoller n'est jamais arrivée au commandant du KLM. En effet, 2 émissions simultanées donnent du bruit complètement inaudible et le pilote n'a pas entendu la consigne de ne pas décoller. Il n'a pas entendu également le pilote de la Paname qui lui disait qu'il se trouvait toujours sur la piste. Dans ce terrible événement, il y a aussi une cause, et peut-être la plus importante, qui tient à la psychologie des équipages. À cette époque, la hiérarchie était très stricte, et le commandant de bord était le seul à commander. Et personne ne tenait tête au commandant du KLM. Même ses copilotes, qui pourtant lui ont demandé de ne pas décoller. Depuis cette catastrophe, des mesures ont été prises pour améliorer la sécurité et éviter que ce genre d'accident ne se produise. Le vocabulaire a été clarifié et les rapports hiérarchiques dans les postes de pilotage ont été entièrement revus. Mais il y a eu surtout la mise en place de procédures dites de cockpit management, avec un contrôle mutuel formalisé entre pilotes et copilotes. On le sait tous, le risque zéro n'existe pas et l'erreur reste terriblement humaine. Ce qu'il faut tirer comme enseignement de l'accident de Tenerife, c'est que peu importe la qualification, l'expérience, le professionnalisme des gens, tant qu'il y aura le facteur humain, un accident pourra toujours survenir. Le facteur humain est la contribution humaine impliquée dans un événement, incluant l'erreur humaine. Celle-ci peut être provoquée volontairement ou involontairement, et très souvent, c'est pour bien faire que les personnes agissent de la sorte. On estime que 95% des accidents sont d'origine humaine. Les 5% restants concernent les facteurs que l'on ne maîtrise pas, comme la météo, une défaillance technique, un imprévu. Dans les 95%, il y a 5% pour les autres. C'est toujours le facteur humain, mais je n'y peux rien. Comme si quelqu'un vous percutait en voiture alors que vous étiez arrêté à un feu rouge, par exemple, eh bien, vous n'y pouvez rien. Et pourtant, c'est du facteur humain. Il reste donc 90% des accidents où je suis l'acteur principal. D'où le nom de ce podcast « Sauvons nos vies », car nous avons réellement la main dans la plus grande majorité des situations pour éviter un accident. C'est à la fois inquiétant, mais aussi rassurant, car avec un peu d'exercice et de bonnes pratiques, cela peut nous aider, nous épargner la grande majorité de ces situations dangereuses.
C'est donc super encourageant. C'est la raison pour laquelle, dans ce podcast, nous abordons les différents types de facteurs humains pour les mettre en valeur et être aussi sensibilisés aux risques que je prends. Et je vous rassure, qu'en le travaillant un peu, cela nous permet d'éviter beaucoup de situations accidentogènes. N'oubliez pas aussi que ce n'est pas parce que le risque zéro n'existe pas qu'il ne faut rien faire. Et là, je fais référence à un précédent épisode. Vous avez des passions, des activités à risque ? Eh bien, vivez-les, mais pas n'importe quand, ni n'importe comment non plus. C'est juste ça. Voilà, cet épisode arrive à son terme. Merci de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous aura intéressé. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ce podcast, si ce n'est déjà fait, en cliquant sur le bouton de vos applications de podcast préférées. Laissez-moi également un commentaire sympathique et constructif. Pourquoi pas une note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. C'est toujours motivant. Et si vous avez bien sûr des questions, n'hésitez pas, écrivez-nous sur notre page LinkedIn Sauvons nos vies. La semaine prochaine, je vous parlerai de super-héros. De quoi s'agit-il ? Eh bien, je vous donne rendez-vous tout simplement lundi prochain. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente semaine. À très vite et en attendant, sauvons nos vies.